Hello, hello. Ça y est, ça commence. Ça commence le direct. Premier direct de la semaine. Je suis vraiment ravie. Ravie d'être là. En plus, non seulement c'est la semaine de l'endométriose, mais en plus c'est aussi la journée internationale des droits des femmes. Donc, bienvenue à toutes. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui et puis pour toute la semaine. Je vous ai préparé un super programme qui j'espère pourra vous aider à trouver des pratiques, à trouver des pistes, des ouvertures pour contribuer en fait à vous aider vers votre bien-être, votre mieux-être. Avec l'endométriose. Bonjour Yona, bonjour Véronique, ravie de vous retrouver. Donc en fait pour ce premier live aujourd'hui, qui sera disponible aussi en replay sur IGTV et je vais essayer aussi de le mettre sur Facebook. En fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était aussi à destination des femmes qui se posent des questions sur l'endométriose. Est-ce qu'elles ont peut-être des signes de cette maladie ou pas? Et puis revenir sur des choses, des idées un petit peu reçues sur cette maladie, puisqu'on entend beaucoup de choses en fait. Donc l'idée pour moi c'était aussi donc de vous présenter en fait tout simplement voilà quelles sont les causes, comment on peut aujourd'hui soigner entre guillemets l'endométriose, puisque c'est une maladie qui se guérit malheureusement pas, mais on peut arriver à mieux vivre avec. Et donc surtout, voilà, vous donner aussi des pistes, des ouvertures, parce qu'il n'y a pas une seule réponse, évidemment. C'est une maladie qui est très complexe, qui est aussi propre à chaque femme. Donc on a toute une endométriose différente, je dirais. Donc c'est ça aussi qui fait la complexité dans le soin en fait de soi. Avec cette maladie. Et vous présenter en fait toutes ces pistes pour vous donner des idées et essayer que vous puissiez, je dirais, trouver les choses qui vous correspondent vous. Puisque pareil, on va tout avoir des choses qui nous plaisent ou qui nous attirent plus que d'autres. Voilà, donc en fait pour commencer cette semaine, on va démarrer par le B.A.B.A. Et puis, qu'est-ce que l'endométriose? Donc, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui, en fait, c'est des cellules, on va dire, qui s'apparentent à des cellules de l'endomètre, donc dans notre utérus, qui vont migrer vers des endroits de notre corps qui ne devraient absolument pas être là. Donc ça peut ensuite faire des cellules qui se regroupent et ça donne des kystes endométriosiques qu'on appelle. Donc ça peut se retrouver dans l'utérus, au niveau des ovaires, ça peut se retrouver au niveau du côlon ou du rectum, au niveau du cul-de-sac de Douglas, donc toute la zone en fait du bassin, puisque ces cellules elles vont migrer et nos organes sont vraiment assez très proches les uns des autres. Donc c'est ça en fait qui va migrer et qui va faire en sorte que ça va saigner pendant les règles et donc provoquer en fait cette inflammation pendant les règles. Donc on comprend maintenant facilement pourquoi ça peut faire aussi mal. Voilà, si on a, par exemple, dans mon cas personnel, j'ai un kyste au niveau du côlon sigmoïde, donc c'est vraiment le côlon, la dernière partie du côlon avant le rectum, c'est juste derrière les ovaires en fait. En fait, c'est vraiment pendant les règles, ça va être très 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 douloureux et notamment pour aller à la selle, par exemple. On peut avoir aussi des cellules qui se développent dans d'autres endroits. Malheureusement, ça peut aller jusqu'au diaphragme, le poumon, voire des cas très très rares jusqu'au cerveau. C'est une maladie qui est complexe, qui se connaît depuis assez longtemps finalement. Depuis fin des années 1800, il y a déjà eu des recherches et des médecins qui ont compris qu'il y avait ce type de maladie. Mais bizarrement, voilà, ça fait seulement quelques années, et encore je dirais 2-3 ans qu'on en parle beaucoup et qu'on commence à s'y intéresser plus. Je pense aussi parce que c'est notamment grâce à des personnalités. Donc je pense à Laetitia Milo, Enora Malagré,
Laurie Pester, donc des femmes voilà, qui ont commencé à en parler de manière beaucoup plus ouverte. Et on réussit petit à petit je dirais, médiatiser un peu plus la maladie, qui est un tabou. Hein. C'est sûr que c'est jamais agréable de parler de ces règles, surtout quand on est en souffrance. Mais là aussi, je pense que les mentalités sont encore en train de changer. Donc, qu'est-ce que ça peut occasionner comme symptômes? L'endométriose, eh ben, en fait, c'est assez varié et ça ne va pas concerner uniquement la zone pelvienne, hein, puisque en fait, donc, ça va être bien sûr des douleurs de règles très fortes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par douleur de règles? Parce que ça peut être aussi assez subjectif, effectivement. Donc, on va dire que ce sont des douleurs de règles qui ne passent pas par la simple prise d'un antalgique. Ou qui nécessitent des médicaments très forts, hein, pour ne plus avoir de douleur. Donc c'est que c'est vraiment un point assez sérieux. Ce qui est complexe, c'est que il peut y avoir des femmes qui ont de l'endométriose sans douleur. Donc c'est là aussi où je disais que c'était une maladie compliquée, et ça le confirme effectivement dans ce cadre-là. Mais en général, effectivement, des personnes qui vont avoir des douleurs très 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 fortes pendant les règles, ça va nous amener sur cette piste-là. Ensuite, ça peut occasionner évidemment de la fatigue chronique puisque c'est une maladie qui est inflammatoire. Donc, on est en inflammation constante, et le corps lutte en fait pas uniquement pendant les règles mais de façon constante contre cette inflammation. Ensuite, ça va aussi occasionner des douleurs lombaires. Ça peut être aussi des douleurs ou des troubles digestifs. Par exemple, vraiment ça peut être une alternance, par exemple, de constipation et diarrhée. Donc, on n'est jamais vraiment bien au niveau digestif. Ça peut être aussi un signe. Et puis aussi des problèmes à la vessie, des problèmes urinaires, puisqu'il peut y avoir l'endométriose qui se loge au niveau de la vessie. Des douleurs lombaires aussi, ça peut occasionner effectivement des douleurs lombaires. Et puis voilà, globalement c'est un mal-être qui peut aller crescendo, on va dire, qui s'intensifie avec les douleurs. Parce que c'est aussi corrélé malheureusement avec le temps de diagnostic en fait de la maladie. Parce que la moyenne, en France en tout cas, c'est 7 ans a priori pour arriver à un diagnostic d'endométriose. Donc ça veut dire qu'en moyenne, une femme va souffrir pendant 7 ans avant de savoir ce qu'elle a vraiment. Et avant d'être prise en charge du coup. Donc c'est là aussi où on essaye de militer un maximum pour informer et faire en sorte que les femmes voilà, sachent le plus rapidement possible qu'elle soit sur la voie. Alors, encore une fois, les symptômes que j'ai cités, c'est compliqué parce que c'est pas forcément être une endométriose non plus. Mais voilà, si vous arrivez à les détecter vous-même et que vous arrivez à trouver des médecins qui sont sensibles à cette pathologie, ils vont forcément plus vite en tout cas arriver à ce diagnostic et vous prescrire des examens médicaux qui vont confirmer ce diagnostic. Donc, alors, comment on peut détecter en fait cette maladie? Alors, voilà, la voie, on va dire, classique, c'est de passer par son gynécologue, ou au médecin généraliste ou sage-femme aussi, qui peuvent vous orienter vers des examens complémentaires. Donc les examens complémentaires classiques, ça va être une échographie au niveau abdominopelvien, et puis aussi une IRM pelvienne. Mais voilà, donc ça ce sont, on va dire, les examens phares dans ce domaine. Mais parfois, ça peut arriver aussi que la personne souffre énormément et qu'on ne voit absolument rien aux examens. Parce que c'est une maladie qui est assez insidieuse et donc il peut y avoir des kystes qui sont logés à des endroits où même voilà, nos outils d'examen gynécologique n'arrivent pas forcément à les détecter.
Et c'est pour ça qu'à une certaine époque, il y avait eu beaucoup d'informations sur le fait que, effectivement, il n'y avait que à l'époque, à l'opération, qu'on pouvait voir que il y avait vraiment de l'endométriose et qu'on pouvait le confirmer. Euh, Maintenant, l'opération n'est pas nécessaire pour cette confirmation. Donc, si vous êtes suivi médicalement, en fait, il y a plusieurs options qu'on peut proposer. La solution la plus, on va dire, simple, prescrite par le milieu médical, ça reste la pilule contraceptive, avec ses avantages et ses inconvénients, je dirais. Donc la pilule, c'est un moyen, on va dire, d'arrêter le cycle quelque part, même si vous pouvez avoir vos règles pendant la prise de la pilule, mais c'est ce qu'on appelle des fausses règles, hein, des règles de privation. Donc si vous prenez la pilule, vous avez effectivement dans ce contexte-là des douleurs qui peuvent s'atténuer. Et c'était, je dirais, la seule solution qui a été préconisée de façon très très poussée ces dernières années, puisque c'était la seule chose qu'on avait au niveau médical à notre disposition. Mais maintenant, toutes les femmes n'ont pas envie ni la possibilité de prendre la pilule. Donc voilà, c'est une des solutions. L'autre solution, c'est aussi assez, je dirais, discutable, c'est de prendre ce qu'on appelle des antagonistes de la GnRH, donc c'est-à-dire de prendre des traitements qui vous mettent en ménopause artificielle. Donc ça, je l'ai essayé. Ça a été une très mauvaise expérience, mais bon, ça c'est personnel. Puisque bon, effectivement, là, ça vous met en ménopause, donc vous n'avez plus aucun cycle, certes, mais ça reste... Enfin, voilà. En tout cas, moi, dans ma situation, j'étais pas préparée en fait à vivre cette expérience de ménopause artificielle de façon aussi brutale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la ménopause naturelle, elle met, on va dire, des années à se mettre en marche dans notre corps. C'est un processus naturel qui va démarrer peut-être 10 ans, 8 ans, 5 ans avant votre ménopause normale. Là, dans le contexte de ce pourquoi on préconise éventuellement pour soigner, entre guillemets, l'endométriose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un traitement, moi je l'avais eu par une piqûre, hein, pour vous mettre en ménopause pendant 6 mois, par exemple. Et en fait, du jour au lendemain, votre cycle s'arrête, votre corps se met en ménopause. Donc, c'est assez brutal, c'est quand même plus violent qu'une ménopause naturelle. Mais c'est une solution qui peut être aussi proposée pour soulager voilà, vos douleurs. Et là encore, c'est toujours, on va dire, le choix d'un traitement, ça va être vraiment en fonction des symptômes, en fonction de la qualité de vie. Si vous avez une qualité de vie pardon, qui est vraiment très 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 mauvaise, qui a été très lourdement impactée par l'endométriose, que vous n'arrivez vraiment plus à avoir une vie normale, peut-être qu'effectivement une ménopause, même artificielle de 6 mois, ça peut éventuellement vous apporter un répit au niveau des douleurs. Voilà, donc encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, et ici l'objectif c'est vraiment de proposer tout un tas de panels de solutions. Voilà, de ce qui est préconisé le plus classiquement à quelque chose de peut-être le plus naturel possible. Alors, dans les idées préconçues, on a les idées préconçues. Est-ce que l'endométriose rend forcément infertile? Alors, la réponse est non. On peut très bien avoir de l'endométriose et avoir des enfants naturellement. Coucou Jessica. On peut avoir des enfants naturellement sans aucun souci.
Et puis, je dirais la gravité, entre guillemets, de l'endométriose n'a pas forcément un lien non plus avec la fertilité ou l'infertilité. Donc on peut avoir une endométriose très petite en termes de taille de kyste, par exemple, et être totalement infertile ou avoir vraiment besoin, par exemple, de la PMA pour concevoir. Et puis, à l'inverse, on peut avoir des personnes qui ont des kystes très, très, très mal placés sur les ovaires ou dans l'utérus ou les ligaments utérosacrés, donc les ligaments qui soutiennent l'utérus, par exemple, et quelqu'un va concevoir quand même naturellement. Donc c'est ça qui fait la difficulté aussi, je pense, de la prise en charge de cette maladie, c'est que c'est très complexe. Donc chacune va avoir une endométriose différente. Et en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi automatique, entre guillemets. Et donc c'est ça qui rajoute de la complexité. Et je pense aussi du mal-être aux personnes qui en souffrent malheureusement. Mais ça peut aussi apporter de l'espoir, justement. Voilà, parce que je pense qu'il faut sortir de ces croyances limitantes, de se dire, bon, bah, ça y est, je viens d'avoir un diagnostic d'endométriose, j'aurai jamais d'enfant, ou je vais forcément passer par de la PMA. Non, c'est pas vrai. Il faut vraiment essayer de balayer ces croyances limitantes. Et salut Julie. Et donc, voilà, je pense que chaque cas est différent et encore une fois, voilà, ce que je voulais vous présenter aussi, on va y venir, c'est les solutions naturelles qui peuvent aussi aider à votre mieux-être. Et donc, si vous êtes dans un mieux-être, que ce soit corporel ou émotionnel, forcément, vous allez aussi, si vous êtes dans un contexte, vous souhaitez faire un enfant, bah, vous serez dans un meilleur contexte aussi pour accueillir un bébé. Voilà, donc ça c'était aussi une idée reçue que je voulais un petit peu balayer. Et une autre idée reçue à l'inverse aussi, qu'on a beaucoup entendue il y a quelques années en tout cas, c'était que la grossesse soignait l'endométriose. Donc ça je l'ai entendu même par des médecins. Et en fait ça n'est pas le cas du tout. La grossesse elle va permettre d'arriver à comment dire, une mise à pas une mise à jour, mais en tout cas une mise à l'arrêt de la maladie, puisqu'en fait vous n'avez plus de cycle. Donc effectivement, dans ce contexte-là, vous n'aurez plus forcément de douleurs liées à vos règles. En revanche, les kystes, eux, vont rester. Donc la maladie va simplement être à l'arrêt. Et moi, je l'ai vécu justement à titre personnel pendant ma grossesse et aussi pendant l'allaitement. Mais voilà, une fois que j'ai repris mes cycles, bah, les douleurs revenaient comme d'habitude. Donc effectivement, c'est sûr que le fait d'être enceinte et d'allaiter, ça amène une pause, on va dire, au corps et au niveau des douleurs, on se sent beaucoup mieux. Mais voilà, effectivement, comme tu dis, Jessica, on entend faites un enfant, ça ira mieux, mais enfin, ça ira mieux pendant la grossesse et la durée de l'allaitement. Mais voilà, encore une fois, je parle vraiment aussi d'expérience personnelle. Une fois que j'ai repris mes cycles, et une fois que les cycles reviennent naturellement, ben, on s'expose toujours à des potentiels symptômes et des potentielles douleurs si on ne fait rien. Donc, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et dans un suivi médical, alors maintenant il y a de plus en plus de médecins ou de gynécologues qui connaissent mieux la maladie, donc ça c'est positif et je pense que grâce au bouche à oreille, si vous regardez sur les sites des associations Endo-France, par exemple, hein, pour ne citer qu'elles, mais il y en a d'autres, ils peuvent vous donner une liste de praticiens, de médecins qui connaissent bien la maladie, donc qui vont bien vous orienter. Mais voilà, mon conseil, ça serait aussi vraiment de ne pas s'en tenir à un seul conseil, un seul praticien pour une maladie qui est aussi complexe. Alors ensuite, par rapport aux causes de la maladie, c'est aussi sujet à beaucoup de discussions et de controverses. On ne sait pas encore vraiment aujourd'hui pourquoi on a de l'endométriose et pourquoi d'autres n'en ont pas. Donc il y a plusieurs hypothèses en fait qui sont émises et sur lesquelles je pense la recherche travaille aujourd'hui.
Donc il y a l'hypothèse génétique. A priori, effectivement, si votre mère, vos grands-mères avaient eu de l'endométriose, il y aurait effectivement plus de probabilité que vous en souffriez. Mais ça aussi, c'est pas non plus une règle absolue. Voilà, donc il y a des familles peut-être qui vont être sujettes à l'endométriose, et puis ça peut peut-être sauter des générations. Voilà, donc là aussi, c'est pas encore une règle absolue. Et en plus, je dirais, c'est assez difficile à déterminer parce que je dirais à l'époque de nos mamans, ça va encore, mais à l'époque de nos grands-mères, moi, honnêtement, je parlais pas du tout de règles avec mes grands-mères. Donc j'ai perdu une de mes grand-mères il y a assez longtemps et avant que je sache que j'ai d'ailleurs cette maladie. Et honnêtement, j'aurais pas pu, je pense, c'était assez tabou. Après, voilà, je dis pas que c'est une généralité aussi, hein. Il y a sûrement des personnes qui peuvent très bien en parler dans leur famille, mais voilà, il y a aussi ce facteur-là quand même qu'il faut prendre en compte, je pense. Et c'est assez difficile de déterminer s'il y a ce facteur génétique dans votre famille. Après, d'autres hypothèses au niveau de la rétrogradation des menstruations. Donc, c'est-à-dire que en théorie, normalement, quand on a nos règles, en fait, le sang s'écoule par le bas, hein, comme la nature l'a prévu, il n'y a pas de souci. Et il y a des théories selon lesquelles en fait des menstruations ne s'écouleraient pas bien et donc migreraient dans le corps et feraient en sorte que ça développe en fait ces kystes d'endométriose. Là encore, ça reste une hypothèse, c'est pas encore absolument certain au niveau scientifique. Voilà, on n'est pas encore vraiment sûr, quoi. Et autre hypothèse, c'est des conditions environnementales. Donc quand je dis environnementales, c'est vraiment des conditions environnementales au sens large. Donc pas que l'environnement, mais on va dire au niveau de notre environnement à nous. Donc ça peut être l'environnement dans lequel on évolue, c'est-à-dire ce qu'on va manger. Est-ce qu'on a été exposé à des pesticides, des perturbateurs endocriniens, voilà. Notre environnement également émotionnel, familial. Est-ce que on vit bien dans notre travail? Est-ce qu'on est heureuse dans notre vie de couple, familiale, etc. Donc il y a tout l'aspect aussi émotionnel qui entre en ligne de compte. Et effectivement, alors on ne sait pas si c'est ça qui va participer à créer l'endométriose. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça, tous ces environnements, effectivement la pollution, la malbouffe, ça peut en tout cas ne pas aider au niveau des symptômes. C'est-à-dire que l'environnement va énormément jouer dans les symptômes et notamment les douleurs de règles. Et puis je pense aussi la fatigue chronique. C'est-à-dire que, et je vais y venir maintenant, dans les solutions proposées et préconisées de plus en plus, il y a effectivement la qualité de l'alimentation, la qualité de l'environnement au sens large. Donc, est-ce que je cuisine est-ce que je cuisine des légumes de saison que j'ai acheté voilà, à mon petit primeur du coin, ou est-ce que j'en ai rien à foutre et puis je passe mon temps à bouffer des fraises bien chimiques en hiver. Alors voilà, en soi, les fraises bien chimiques en hiver, bon, à part que c'est une aberration écologique, c'est aussi, je pense, pour moi, une aberration au niveau humain, mais après, c'est pas en mangeant une fois que ça va nous donner de l'endométriose, évidemment, mais en tout cas, si on a de l'endométriose et qu'on persiste à avoir ce type je dirais, ce type de comportement, ça va pas aider, en tout cas, pour aider nos symptômes, en fait. Coucou, Doha.
Donc effectivement, comme tu dis, Jessica, ça va faire qu'amplifier nos symptômes. Et donc moi, c'est exactement pour ces raisons-là, en fait, quand j'ai commencé à me renseigner, parce que j'en avais marre de prendre la pilule, j'ai essayé la ménopause artificielle, voilà, à titre personnel, ça a été très dur à vivre. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais voilà, en tout cas, moi, c'était pas sur cette voie que j'ai souhaité poursuivre. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner justement et à regarder un petit peu la naturopathie. C'est là, en fait, au moment où j'ai commencé à regarder la naturopathie, je participais aussi à des réunions de l'association Endo France dans ma région. Donc, ils en font dans toutes les régions. Donc, je vous encourage aussi fortement à y participer. Et aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de réunions virtuelles hein, depuis l'année dernière, depuis le Covid, donc vous pouvez y assister aussi. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, lors de ces réunions, j'ai rencontré un chirurgien de ma région qui demandait en fait à ses patientes, donc chirurgien de nouvelle génération, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont pas tous comme ça, je pense, un chirurgien qui recommandait à ses patientes de suivre l'alimentation anti-inflammatoire pendant 6 mois. Si les douleurs étaient toujours aussi intenses, là il re-regardait en fait le contexte, les symptômes de la patiente et là il était prêt à opérer, on va dire. Il nous avait raconté qu'il y avait un grand nombre de ses patientes, enfin du coup non patientes, qui revenaient le voir en lui disant ben voilà j'ai fait des changements dans mon alimentation pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois et en fait j'ai beaucoup moins de symptômes. Et à ce moment-là, il recommandait de ne pas procéder à l'opération. Donc, c'est ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un super exemple. Ça veut dire qu'il y a quand même des solutions qui existent et les solutions, elles sont naturelles. En fait, il s'agit de manger un petit peu différemment et de se faire du bien, en fait, pour normalement réduire considérablement ces symptômes. Et on n'est plus obligé de passer par une opération ou plusieurs opérations. Puisque moi, quand j'ai eu mon diagnostic en 2013, j'avais rencontré des femmes qui avaient été opérées pour l'endométriose 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et à chaque fois, l'endométriose revenait. Donc encore une fois, voilà, ce qui est compliqué dans cette maladie, c'est que c'est extrêmement complexe et qu'il n'y a pas une seule réponse. Moi, je vous encourage vraiment à regarder, en fait, à prendre un maximum d'informations donc par le biais de différents moyens. Donc j'ai cité Endo France notamment. Il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de livres qui sont sortis. J'ai parlé sur Instagram, sur mon compte récemment d'un livre qui s'appelle L'alimentation anti-endométriose de Fabien Piasco. Donc pour moi c'est la Bible, c'est vraiment le livre à avoir sur soi. C'est un monsieur qui est nutritionniste et diététicien qui travaille dans un centre thermal et notamment qui travaille avec des personnes qui ont des problèmes gynécologiques et donc son expérience lui a permis justement de faire des études scientifiques avec un nombre suffisamment élevé de patientes, on va dire, pour arriver voilà, à ces conclusions, ces recommandations, on va dire, que l'alimentation joue énormément dans le bien-être et le mieux-être quand on est atteinte d'endométriose. Euh, donc, encore une fois, je parle vraiment de mieux-être et de bien-être, c'est important parce que on ne guérira pas de l'endométriose. C'est une maladie qui est malheureusement qui est une maladie chronique. Donc par exemple, si je prends mon cas, moi j'ai réussi à ne plus avoir de douleur après plusieurs années d'alimentation, naturopathie, yoga, etc. Mais quand je me fais suivre chaque année, bonjour Espoir en PMA, quand je me fais suivre chaque année pour savoir où j'en suis, mon kyste de 6 cm au côlon, il est toujours là, il n'y a pas de souci, il est toujours présent, il m'accompagne, il est là, il s'en va pas. Mais j'ai plus de douleur.
Donc, évidemment, ça reste toujours à surveiller, hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut quand même monitorer et regarder tout ça. Mais voilà, c'est un exemple. Dans les dernières études en fait qui sortent sur l'endométriose, les deux facteurs, voilà, je vais peut-être dire trois facteurs prédominants pour arriver à un mieux-être et à réduire les symptômes de l'endométriose. Il y a l'alimentation. Donc l'alimentation, je vais y venir un peu plus en détail. Il y a la gestion du stress. Et le troisième, je dirais, c'est l'environnement au sens large, c'est-à-dire, bonjour EasyTop, c'est-à-dire l'environnement, c'est est-ce que je suis entourée de perturbateurs endocriniens, est-ce que je mange des pesticides, etc. Donc pour moi, voilà, si je devais résumer les solutions, ou en tout cas les pistes sur lesquelles on peut s'appuyer pour arriver à un mieux-être, c'est vraiment ces trois-là. C'est l'alimentation, la gestion du stress et les conditions environnementales. Donc dans l'alimentation, pour faire simple, et la respiration, tout à fait. Effectivement, donc ça je le mets dans la gestion du stress aussi. Effectivement. L'alimentation, pour résumer, voilà, en gros, on va essayer de privilégier un maximum une alimentation vivante, c'est-à-dire des fruits et des légumes sans pesticides, bio, qui peuvent être les plus locaux possibles. Voilà. Et en plus, moi, ce que j'adore dans cette démarche, c'est que ça participe en plus à l'écologie, à l'environnement. On revient vraiment à quelque chose de fondamental et c'est ça que je trouve vraiment génial. Donc en gros, voilà, c'est privilégier une alimentation vivante, c'est-à-dire des fruits et des légumes frais, de chez vous, voilà, un maximum. Éviter, donc je ne vais pas dire supprimer parce qu'on reste des êtres humains, on a aussi envie de se faire plaisir. On peut, enfin voilà, parfois le contexte fait qu'on ne peut pas toujours manger parfaitement ce qu'il faudrait, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut être souple, il faut être bienveillant avec soi-même et l'important c'est cet équilibre en fait, hein. Donc ce qu'il faudrait éviter ou manger le moins possible, ça serait les laitages de vache, le gluten, les sucres blancs, donc les sucres blancs, pâtisserie, etc. La viande rouge. La viande rouge, elle concentre en fait toutes les... De rien, à très vite. La viande, enfin, les viandes en général, elles concentrent vraiment toutes les hormones que les animaux mangent en fait, hein. Donc là aussi, je dis pas qu'il faut devenir végétarien, et quoique moi je l'ai été, des fois je le suis, des fois je le suis plus, enfin bon, bref, ça c'est perso. Mais l'idée c'est de revenir aussi à une agriculture plus raisonnée, un bien-être des animaux, etc. Donc il y a un label qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, qui est euh, en fait qui garantit une alimentation plus saine des animaux. Donc ça va être avec des graines de lin, etc. Pas d'antibiotiques, voilà. Donc vu qu'on mange ces animaux qui mangent mieux, ben, nous on a moins de répercussions au niveau hormonal en fait, hein, quand on mange ça. Et puis ensuite il y a aussi réduire le café, la caféine, parce que ça peut être vraiment une source de... ça va augmenter en fait le stress et les œstrogènes. Et quand on a de l'endométriose, on veut essayer justement de limiter les œstrogènes. Voilà, et c'est lié aussi avec le troisième point que je citais, qui est la question environnementale, c'est-à-dire en fait on va essayer de limiter au maximum les pesticides, les perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans plein de choses, donc dans les plastiques, dans les tupperwares en plastique, enfin dans les contenants en plastique, je ne cite pas de marque. Ça peut être voilà, dans le film étirable en plastique, dans les canettes, voilà, donc
il y a plein de choses aussi qu'on peut faire dans notre environnement direct, je dirais, pour limiter ces perturbateurs, ces produits chimiques et limiter ça, et ça va limiter en fait l'impact sur nous, sur nos symptômes en fait. On peut aussi, par exemple, si je reviens sur la partie environnementale, faire attention à nos produits cosmétiques aussi. Il y a malheureusement parfois énormément de produits chimiques dans les cosmétiques. Ça va être aussi, coucou Elise, ça va être aussi d'encourager à faire nos propres cosmétiques ou à utiliser des cosmétiques extrêmement simples. On parlait tout à l'heure de l'alimentation vivante, ça va être essayer d'utiliser des produits, par exemple une crème hydratante bien chimique. Quand il y a une liste comme ça en général longue de produits comme ça, en général c'est pas bon, hein. C'est qu'il y a beaucoup trop de trucs chimiques. Donc là, on peut juste prendre peut-être de l'huile de coco, du beurre de karité, vraiment quelque chose de brut, de simple, ça suffit pour s'hydrater les jambes ou les mains, il n'y a pas besoin de plus. Et là, vous limitez vraiment, vraiment votre exposition aux perturbateurs endocriniens, aux produits chimiques, etc. Et ça va participer aussi à votre mieux-être au quotidien. Dernier point que je mentionnais tout à l'heure, c'est aussi qui va vraiment aider aussi à un mieux-être, la gestion du stress. Voilà, ce qu'on sait, c'est que le stress participe justement à un terrain inflammatoire dans le corps, et c'est ce qu'on veut éviter quand on a l'endométriose. Il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect aussi, c'est que le rapport en fait avec les douleurs va être différent. C'est-à-dire que plus on est stressé ou fatigué ou en dehors de notre zone de bien-être, on va dire, plus on va être réceptif à la douleur. Et plus on va être réceptif à la douleur et plus on va être stressé. Donc en gros, ça fait un cercle vicieux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de techniques aujourd'hui. Là aussi, je vous encourage vraiment à regarder. Il y a l'hypnose, il y a la sophrologie, il y a la méditation. Toutes ces choses-là vont vraiment concourir à vous aider à abaisser votre niveau de stress, qui peut être chronique. Et parfois, on ne se sent pas du tout stressé, mais en fait, on l'est énormément, mais on est juste tellement habitué à vivre comme ça qu'on se rend même plus compte, en fait. Donc, ça va participer à abaisser votre stress chronique. Donc, le cortisol qu'on produit, en théorie, le stress, c'était censé nous aider à être, à fuir un ennemi ou à avoir une réaction très très rapide. Mais voilà, le stress n'a pas vocation à être chronique. C'est notre mode de vie actuel qui a fait qu'on vit comme ça, mais on n'est pas censé produire du cortisol et être constamment stressé. Et il y a aussi ce phénomène justement au niveau de la gestion de la douleur, qui est que on peut avoir un espèce de mini ou de traumatisme, parce que quand on est habitué en fait à souffrir le martyre tous les mois pendant les règles, on peut être aussi vraiment, on peut se construire en fait en fonction de ça. Avoir vraiment anticipé la douleur. Et quand on anticipe la douleur, on se met en mode crispé. Mais là aussi, on ne va pas forcément s'en rendre compte sur le moment. Donc on va se mettre en mode crispé, en mode attente, et ça va même, je dirais, favoriser encore plus la douleur. Donc toutes ces techniques dont je parlais, la sophro, l'hypnose, la respiration, la cohérence cardiaque, la méditation, à faire au quotidien, pas juste une fois de temps en temps, ça peut vraiment aider à abaisser votre niveau de stress, ce qui va vous permettre de moins anticiper la douleur et de mieux la vivre, de mieux la gérer. Votre corps aura aussi un terrain moins inflammatoire. Donc ce sont vraiment ces pistes-là
que j'encouragerais au travers donc de l'alimentation, de la gestion du stress, l'environnement. Et puis ensuite, il y a aussi toute la partie exercice physique et contact avec la nature qui participe énormément aussi au bien-être physique. Donc, je dirais tout ce qui est yoga, pilates, gymnastique douce, ça va vraiment contribuer aussi à vous reconnecter avec votre bassin, puisque quand on a de l'endométriose, c'est une zone qui est source de souffrance, qu'on n'a pas forcément envie de voir, donc on est un peu déconnecté de cette partie-là. Et justement, le yoga, le pilate, même ne serait-ce que la marche au grand air ou dans la nature, ça va participer à vous reconnecter un petit peu à cette zone qui vous fait souffrir, mais vous aurez plus envie voilà, de vous en occuper et d'être dans le bien-être et la bienveillance avec cette zone-là, en fait, hein, du bassin. Et ensuite, au niveau physique pur, des pratiques comme le yoga, euh, par exemple, aident énormément à déscléroser, je dirais, le bassin, les hanches. Il y a des tas de postures que je vous partage sur Instagram et j'ai un petit e-book aussi que je vous partagerai. Il y a des tas de postures qui peuvent vraiment aider à améliorer la circulation lymphatique, sanguine, vers l'utérus par exemple. Et tout ça, ça va contribuer en fait à assouplir et déscléroser cette zone-là qui est vraiment en souffrance en fait. Et voilà, et ensuite la partie, je dirais, profiter de la nature, être au grand air un maximum, ça participe aussi beaucoup à l'équilibre émotionnel, à votre bien-être général. Voilà, donc c'est vraiment pour moi des pistes importantes à considérer. Si par exemple vous venez d'apprendre que vous avez de l'endométriose ou si vous avez essayé des choses comme ça mais qu'il n'y a rien qui semble fonctionner, je pense que ce qui est important c'est d'être ouvert, d'être réceptif, voilà, de laisser la chance à plein de choses. Et au final, vous allez finir par trouver votre propre solution. C'est ça qui est important, je pense. Moi, par exemple, j'adore les huiles essentielles. Moi, c'est comme ça, en fait, aussi que j'ai réussi à réduire mes douleurs de règles, tout en découvrant la naturopathie, travaillant sur l'alimentation, etc. Moi, les huiles essentielles, ça me parle énormément. J'adore ça, ça me reconnecte. Enfin, c'est vraiment mon truc, j'adore. Ben, peut-être qu'il y a des gens qui vont être moins réceptifs, donc il ne faut pas se forcer forcément à aller aux huiles essentielles si c'est pas votre truc. Mais il faut quand même essayer. Voilà, c'est comme quand on dit aux enfants, il faut toujours goûter. Quand on connaît pas, c'est un peu pareil, c'est un peu le même principe. Il faut être ouvert. Vous allez finir par trouver vos propres solutions. Et en fait, si ce sont vos solutions, vous verrez, vous allez sentir tout de suite, vous allez les intégrer dans votre quotidien, vous allez prendre plaisir à les pratiquer, ça va être fluide en fait. Et justement, c'est ce qu'on veut, c'est de la fluidité, c'est de la bienveillance. Si c'est pour vous forcer à faire quelque chose que vous n'aimez pas, il vaut mieux pas le faire. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je partage de mon vécu, de mon expérience. Moi, ça a été très très progressif. J'ai commencé par les huiles essentielles, après j'ai découvert les fleurs de Bach, puis j'ai commencé à faire du yoga, puis de la cohérence cardiaque et de la méditation. Enfin, ça a été vraiment très graduel. On n'est pas obligé de tout faire en même temps, loin de là. Mais je pense que voilà, ce qui est essentiel, c'est de trouver vos propres solutions. Et si vous êtes en cours de traitement allopathique, donc c'est-à-dire avec des médicaments, de la pilule ou autre chose pour votre endométriose, ce sont aussi des solutions que vous pouvez appliquer qui peuvent être totalement complémentaires à ces médicaments. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Justement, c'est ce qu'on va partager tout le long de la semaine, puisque demain, on va faire un live avec Cécile pour la partie yoga, justement. Ensuite, je vais faire un live sur l'olfactothérapie, donc les huiles essentielles en olfaction, qui peuvent apporter aussi beaucoup de bien-être.
Et puis, on va parler aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure d'ailleurs, parler des difficultés, ça peut être aussi un des symptômes des dyspareunies, donc des problèmes sexuels, hein, puisque effectivement c'est une zone d'inconfort pour nous qui peut être source de souffrance, etc. Et donc ça peut avoir un impact aussi sur la vie sexuelle. Et puis, voilà, je pense qu'il y a aussi tout un tas d'autres moyens pour exprimer ses émotions, parce qu'on peut en avoir vraiment, vraiment besoin. Et on verra ça vendredi avec Julie sur le journal créatif notamment. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à poser sur le papier, à dessiner, à gribouiller, à découper, voilà, faire n'importe quoi, mais j'avais besoin de cet espace-là pour me libérer en fait, puisque on peut aussi avoir la sensation que personne ne nous comprend, qu'on est seul avec cette douleur. Et donc ça c'est vraiment essentiel et merci beaucoup Julie d'ailleurs de ta présence et de ton soutien et on va avoir un super live vendredi, ça va être chouette, j'ai hâte. Il y a aussi l'hypnose aussi, on a fait un podcast avec Megan d'Hypnosense qui sera disponible dimanche. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc voilà, mon souhait cette semaine-là, c'était de vous présenter un maximum de pratiques et d'outils. Ça ne se limite pas qu'à ça, bien sûr. J'ai parlé aussi de la sophro, y a d'autres pratiques et je pense que j'aimerais vraiment aussi continuer en fait ces lives, ces interviews tout au long de l'année pour vous ouvrir et vous donner en fait des pistes pour que vous puissiez essayer et découvrir votre truc en fait. Voilà, votre chose à vous, votre pratique à vous. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter pour cette première session. J'ai beaucoup parlé. J'ai essayé d'être simple, de présenter les choses dans les grandes lignes. Si vous avez des questions pendant ce live, surtout n'hésitez pas. Et sinon, je me réjouis d'échanger avec vous aussi sur les réseaux, sur Insta. Vous pouvez me contacter pour des questions, pour des retours d'expérience aussi. Et puis sinon, je vous dis à très très bientôt, demain pour le prochain live avec Cécile. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Bonne journée de la femme, c'est important. Donc je vous encourage à faire un truc pour vous aujourd'hui, vraiment quelque chose de bien. Et à le continuer toute l'année, puisque bon, ça ne se limite pas qu'à une seule journée, on est d'accord. Et puis voilà, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.